Monsieur le Président, chers collègues, donc la réunion de notre Conseil, vous l'avez dit, Monsieur le Président, se tient le jour même du changement de régime dans l'urgence sanitaire et le couvre-feu sonne à 20 heures. Donc notre ordre du jour compte, je crois, 55 points. Il y a eu des points qui ont été rajoutés. Je limiterai donc mon propos liminaire car plusieurs dossiers inscrits à l'ordre du jour appelleront quelques développements. Mais on ne peut ici manquer d'évoquer la situation économique et sociale. Les commerces dits non essentiels peinent à remonter l'activité perdue. Le secteur des cafés-restaurants est toujours sous le coup d'une fermeture administrative et encore plus pénalisé avec ce couvre-feu à 20 heures. Les secteurs de la culture, du tourisme et des loisirs sont directement frappés et partout, ou presque, l'activité chute avec un cortège de ruptures de contrats, de pertes de stages et d'embauches non conclues. Alors, les pouvoirs publics ont pris des mesures massives de soutien au niveau national. Tout le monde est devenu keynésien. Vous parliez des 2,7 premiers milliards, là. Notre métropole et les communes membres ont accompagné les mesures gouvernementales et pris des initiatives complémentaires. Mais la situation de la pandémie est toujours incertaine, tant chez nous que chez nos voisins et principaux clients. L'urgence se prolonge. Il est nécessaire de poursuivre les actions destinées à assurer la sécurité sanitaire, aider les citoyens, notamment défavorisés ou isolés, aider les entreprises et soutenir l'enfance et la jeunesse. Alors, le gouvernement a annoncé en septembre un vaste plan de relance avec les fameux appels à projets que vous citiez. Le Conseil européen, en fin de semaine dernière, a permis d'atteindre un compromis entre les 27, assurant un financement à hauteur de 40 milliards pour la France. Les collectivités territoriales sont appelées à en être des acteurs importants de cette relance. Encore faut-il qu'elles en aient les moyens. La solidarité nationale doit s'appliquer avec équité et, vous l'avez vu, nous sommes joints aux vœux qui appellent justement à appliquer cette équité, en l'occurrence entre les régions et l'Île-de-France, et, ma foi, entre toutes les régions. Et aussi, à l'intérieur de la région, entre l'Est et l'Ouest, c'était un de mes dadas lorsque j'étais au Conseil régional, et on me répondait à l'époque « Ah oui, l'Est et l'Ouest, oui peut-être, mais il y a aussi le Nord et le Sud, mais il y a aussi le Centre et la Côte, donc il ne faut pas focaliser là-dessus. » Je constate maintenant que, finalement, entre l'Est et l'Ouest, c'est vraiment une cassure qui fait du mal. C'était aussi votre dada en tant que préfète de région, j'imagine. Également. J'ai de nombreux témoins, d'ailleurs, dans l'administration régionale de l'État de l'époque qui pouvaient dire que c'était un de mes dadas. Voilà. Alors, une circulaire du Premier ministre du 20 novembre 2020 demande au préfet de préparer, avec les collectivités territoriales, des contrats territoriaux de relance et de transition écologique qui ont vocation, sur la période 2020-2026, à accompagner les collectivités dans leurs projets de territoire vers, nous dit-on, un nouveau modèle de développement résilient sur le plan écologique, productif et sanitaire. Et il est précisé que les projets portés dans le cadre de ces contrats devront être économes en foncier et en ressources et améliorer l'état des milieux naturels afin de s'inscrire dans les engagements nationaux de stratégie bas carbone et de biodiversité. J'ai souhaité, pendant toute cette période qui n'est pas finie, d'urgence sanitaire, qu'on puisse discuter ouvertement de l'ensemble des projets, pas seulement ceux dont nous sommes maîtres d'ouvrage, mais bien entendu ceux où nous sommes maîtres d'ouvrage. Notre Assemblée n'est à ce stade saisie d'aucune proposition. Nous avions cru comprendre, Monsieur le Président, qu'à ce stade, vous aviez proposé, vous étiez prononcé sur le niveau de la contractualisation, que vous aviez proposé le périmètre du Pays de Brest. Nous, ce que nous souhaiterions, et je pense que ça peut être utile, et je pense que ça peut soutenir tous les projets intéressants, y compris ceux de l'UBO, y compris ceux de tous les acteurs, que nous puissions avoir un débat qui se tienne dans cette Assemblée, et aussi au Pays de Brest, bien entendu, ça n'est pas exclusif, sur l'ensemble des projets que nous pouvons porter ensemble. Et croyez-moi, si toutes les voix viennent dans le même sens, ça portera. Et que ce calendrier des appels à projets, on le connaît depuis début septembre. Moi, ce que j'aurais souhaité, c'est qu'on puisse prendre ça à bras-le-corps et y aller et venir soutenir
y compris des dossiers portés par l'État, maître d'ouvrage, pour les universités. Alors, l'urgence sanitaire ne doit pas nous faire oublier d'autres phénomènes déstabilisateurs susceptibles de remettre en cause les conditions de notre développement au niveau national français, mais aussi précisément ici, à la Pointe bretonne. Les conditions du commerce international sont profondément modifiées par la pandémie. Baisse des transports, notamment maritimes, prudence retrouvée sur les accords de libre-échange, on l'a vu hier avec l'unanimité contre le Mercosur, baisse des revenus nationaux de nos voisins et principaux clients, ce Brexit qui impacte la France, c'est l'État membre le plus impacté, et la Bretagne est en première ligne, avec notamment la pêche, les exportations agroalimentaires et les lignes maritimes. La nouvelle PAC, la nouvelle politique agricole commune, qui va nécessiter une mutation de notre modèle agricole. Alors on a vu avec intérêt que la profession agricole, la Chambre régionale s'y sont engagés, mais on le sait, cela nécessitera des investissements lourds pour maintenir notre potentiel agroalimentaire dans ce nouveau contexte où pourtant les besoins alimentaires mondiaux restent en croissance. Ces évolutions ont un impact direct sur les perspectives de développement de notre métropole. Nous allons devoir consolider nos piliers économiques fragilisés par ces mutations. Nous l'évoquerons tout à l'heure, par exemple, à propos de l'économie portuaire, mais je n'en parle pas dans mon propos introductif. Nous devrions aussi faire un retour d'expérience sur les failles à combler ou les opportunités qui se sont fait jour à l'occasion du confinement. L'importance de l'économie numérique, avec ses atouts et ses risques, devient maintenant une évidence pour tous. C'était un point fort de notre région où notre métropole avait pris toute sa place. Le champ de ces développements est immense. Nous disposons déjà d'un bon potentiel, notamment, par exemple, dans les applications médicales. Nous devrions rapidement réaliser une analyse croisée des technologies et compétences clés disponibles ou à compléter pour guider les actions de prospection, de recrutement de nouveaux talents et d'appui aux investissements. Alors, la période de confinement a aussi remis en question l'organisation urbaine et le lien entre l'organisation spatiale des activités et des zones d'habitat. Elle a aussi permis l'expérimentation à grande échelle du travail à distance, certes sur un mode obligatoire et pour certains à temps plein. Les circonstances de cette émergence étaient exceptionnelles, mais on l'a vu, les partenaires sociaux au niveau national s'en sont emparés et un accord national interprofessionnel est actuellement ouvert à la signature. Des évolutions significatives sont attendues, ce qui ne sera pas sans effet sur les besoins de mobilité. Il faudra aussi en tenir compte, nous en reparlerons. La pandémie a donné lieu à une espèce de concours mondial entre les modèles politiques. Nous ne voulons pas sacrifier notre liberté sur l'autel de la santé publique. Je suis convaincu qu'en sachant à tout niveau se remettre en cause et assumer ses responsabilités, en mobilisant les capacités d'initiative et d'innovation, nous prouverons la force de notre attachement à la démocratie. Je vous remercie de votre attention.